Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, lundi, mercredi, vendredi, 21h, minuit sur Meta.tv. Voilà, c'est la saison 3. Donc, comme d'habitude, un grand bonjour à la régie, grand bonjour aux modérateurs, grand bonjour à tous les métanautes connectés pour accueillir avec nous ce soir une soirée à l'aune de la justice avec Maître Paris. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Meta.tv. Alors, vous avez déjà vu sur Meta.tv, pour ceux qui suivent, c'était au mois de décembre, lors de la semaine spéciale attentat que nous avions organisée. Vous étiez venu dans une émission où il y avait eu aussi François d'Angléan. On va aborder encore ce soir ces questions de justice parce que il semble que la justice française est très malade. Ça, il semble qu'il y a un gros problème, en tout cas avec cette institution en France. Les avocats, vous êtes particulièrement attaqués. Enfin, c'est une profession, on a l'impression qu'il est un peu dans le viseur en tout cas de cette justice, paradoxalement. Et on a donc plusieurs cas d'avocats, donc François d'Angléan, donc nos auditeurs ils connaissent parfaitement, les métanautes, il est venu ici, voilà, un nombre, je ne peux même pas dire combien de fois. On a le cas aujourd'hui, on connaît de Maître Ripert, qu'on va évoquer ce soir, qui a été aussi voilà, une affaire assez incroyable en fait sur ce qui est en train de se passer. Qui se poursuit, d'accord. Eh ben, vous nous expliquerez. Et évidemment, deux autres cas. Le cas de son nom est plus imprononçable pour moi, mais qui a tenté en fait d'assassiner le Maître Joseph Sipiletti. Sipiletti, voilà. J'ai peur pas facile à retenir. Voilà, j'ai peur J'ai eu du mal à retenir son orthographe. 2 L. D'accord. 2 L. C'est la seule fois où il y a doublement de la consonne. Oui. J'ai fait des fautes au départ, c'est un nom qui n'est pas facile à écrire. Bon, c'est pas facile à prononcer, c'est pour ça que je voulais pas m'y engager. Un patronyme, malheureusement, à jamais marqué maintenant sous le sceau de la tragédie. Voilà. Alors, pour évoquer ces cas, où est-ce qu'on en est, par exemple, avec l'affaire d'Angléan? Alors, François d'Angléan, tout le monde le connaît, enfin, tout le monde, tous ceux qui nous suivent, évidemment. Ah, il y a eu un problème. Ah, c'est bon? D'accord. Non, je croyais qu'il y avait un problème, il y a eu une problème. Non. Donc, parfait. Alors, François d'Angléan, qui a été poursuivi, qu'on a empêché d'exercer sa profession, qu'on a plusieurs fois traduit devant des conseils de discipline qui, semble-t-il, étaient infondés, en tout cas n'avaient pas autorité à siéger, et pourtant ils ont pris des décisions. Il a été poursuivi par un ancien avocat, ancien bâtonnier qui s'appelait Robert Feller, c'est ça, et qui mène une espèce de politique d'acharnement contre François d'Angléan. Et semble-t-il que même le ministère de la Justice, donc qui est dirigé actuellement par M. Arvoas, a lui aussi porté plainte. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer juridiquement quel est ce cas? Parce que François d'Angléan était venu ici nous expliquer lui-même que on va dire que les sanctions qui ont été prises à son encontre sont proprement illégales, parce qu'on ne peut pas infliger comme ça ces sanctions-là à un avocat telles qu'elles, dans le cadre qu'elles ont été faites, qu'elles ont été réalisées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, déjà, en ce qui concerne le public, j'aimerais lui présenter des excuses, puisque la dernière fois, j'étais intervenu au soir de ma plaidoirie, et donc j'étais très fatigué, voilà. Donc, toutes mes excuses. Et tel que vous m'invitez aujourd'hui, eh bien, j'aurais voulu commencer, puisqu'il s'agit aujourd'hui de justice et forcément de liberté, j'aurais voulu commencer par une image, si vous le permettez. Ouais. Voilà l'image que j'aurais souhaité montrer au public. Ce n'est pas grand-chose. Est-ce qu'on la voit bien? Faut la montrer à cette caméra-là. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Ce n'est pas grand-chose. Et pourtant, en 1886, cette statue de Bartoli a été offerte aux États-Unis en signe d'amitié pour fêter la déclaration d'indépendance de nos chers amis américains. Et aujourd'hui, eh bien, je crois qu'on peut montrer cette image qui est différente et qui fera peut-être rire, mais en quelque sorte, eh bien, effectivement, aujourd'hui, la liberté
devient un sujet grave. Et c'est pour ça, je crois, qu'il faut en rire avec cette image. Voilà. Alors, c'était une pirouette pour commencer sur ce thème de la justice. Mais j'insiste, la liberté, c'est quelque chose d'important et de sérieux. Il en a été question dans l'actualité de ce jour. Madame Taubira a d'ailleurs pris la parole pour s'émouvoir de ce qui se passe en France et pour contrarier la logique d'un gouvernement qui semble à bout de souffle. Alors, je vais en revenir maintenant au sujet que vous me proposiez, c'est-à-dire Maître François d'Anglehan, du barreau de la Seine-Saint-Denis, qui a commencé la profession tardivement, mais avec un réel talent. Il a commencé la profession, sauf erreur de ma part, ça devait être dans les années 2005, 2006, 2007, de sorte que très rapidement, il va se retrouver en procédure disciplinaire avec une décision, sauf erreur de ma part, qui daterait du 24 novembre 2008. Or, à l'époque, il faut savoir que je faisais moi-même des démarches pour m'inscrire au barreau de la Seine-Saint-Denis. Comme le monde est petit, alors ce détail peut paraître complètement personnel et hors sujet, sauf que c'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème et je vais vous faire une révélation ce soir. Je dispose de la preuve absolue que l'autorité du bâtonnier de l'époque était quelqu'un de malhonnête. Alors on pourrait me poursuivre pour diffamation. J'invite d'ailleurs la personne à me poursuivre, je m'en défendrai, preuve à l'appui. Cette personne qui a décidé qu'il fallait... cette personne qui a participé à l'époque à la mise en cause de Maître d'Anglehan, m'a notamment fait des propositions frauduleuses pour protéger un de ses confrères. Et j'ai la preuve de tout ce que je dis. Proposition frauduleuse. Proposition frauduleuse, c'est-à-dire qu'à l'époque, je cherchais une collaboration. Et j'avais envisagé de m'inscrire au barreau de la Seine-Saint-Denis avec un avocat. Et cet avocat a abusé de mon travail, il faut le dire. Il ne m'a pas déclaré. J'étais dans une situation délicate, donc effectivement c'est difficile d'obtenir une collaboration. Et dans ces conditions, eh bien, on se retrouve un petit peu emporté par une logique qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'on est dans la logique qui aujourd'hui fait débat en France, la logique d'un déséquilibre de pouvoir entre l'employeur et celui qui cherche un travail, le salarié ou l'avocat collaborateur en l'occurrence. Donc tout cela pour dénoncer qu'à l'époque je faisais l'objet d'une injustice, en tout cas ce que j'estimais être une injustice, et j'en avais saisi l'autorité compétente. Et bien cette autorité a tout simplement protégé la personne qui était en infraction et m'a fait des menaces dont je suis capable de rapporter la preuve absolue. Et au bout du débat qui s'est tenu, eh bien, proposition m'a été faite de faire un chèque, non pas à mon nom, mais au nom d'une tierce personne qui aurait pu être ma compagne de l'époque, pour frauder certains organismes. Donc voilà les gens, voilà le type de personnes qui à l'époque provoquent des difficultés à ce confrère que je ne connais pas. Et c'est pour ça que par la suite, eh bien, je vais chercher à contacter ce confrère. Parce que dans le hasard de mon exercice professionnel, je vais le découvrir et je vais découvrir avec surprise qu'il a des difficultés justement avec la personne qui m'a fait des propositions malhonnêtes. Alors, évidemment, cette vérité n'était pas attendue là ce soir et elle procède de toute une logique de plainte pénale que je suis en train de constituer et que j'avais annoncé moi-même plus ou moins fin octobre, début novembre. Et il m'en a coûté fort cher, nous y reviendrons. Alors maintenant, je vais revenir sur le cas plus précis de Maître d'Anglehan, mais je tenais, pour ceux qui s'interrogent, parce que c'est vrai que Maître d'Anglehan, alors d'un côté, c'est un avocat très technique, très compétent, je dirais pas un artiste, mais en tout cas un technicien très pointu dans son domaine. Et dès le départ, quand il est rentré dans la profession, il semblerait qu'il ait un petit peu contrarié certaines logiques ronronnantes, de sorte que des confrères ont éprouvé plus ou moins le besoin de s'en plaindre, en sachant que je tiens pour la personne qui m'avait menacé à l'époque, de sa bouche, que dans la profession, eh bien, on ne veut pas d'avocats qui font des procès.
Autrement dit, on ne veut pas d'avocat procédurier, on ne veut pas d'avocat capable de faire de la technique procédurale pour entraver une sorte de dynamique du fait accompli, ou même plus largement politique du fait accompli. Donc effectivement, Maître d'Anglehan se met parfois en colère, et je crois que dans son combat depuis des années, c'est ce qui a pu lui porter préjudice, c'est ce qui aujourd'hui peut inciter un homme de raison comme notre ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a décidé de porter plainte contre Maître d'Anglehan. Mais je pense que cette plainte suivait une logique honnête. Voilà, je pense qu'effectivement, sous un certain regard, eh bien, on ne peut qu'être surpris par la dynamique très combative d'un avocat tel que Maître François d'Anglehan, et pourtant, cette dynamique procède d'une profonde sincérité et d'une grande humanité. Je tiens à en témoigner. Maître d'Anglehan est un être humain d'exception, et je crois qu'il faut soutenir ce genre d'avocat, je crois qu'il faut le secourir. Et après, sur les débats techniques, il vous en a entretenu en long, en large et en travers. Il maîtrise tout cela mieux que quiconque. Alors, il faut savoir qu'à partir du 24 novembre 2008, Maître d'Anglehan est radié, ce dont, sans le nommer d'ailleurs, se félicite devant moi la personne qui me fait des menaces. Ça consiste à donner un exemple sans le nommer, mais en le décrivant. Il y en a un qui s'est cru victime. Il était peut-être victime au départ, après tout, c'est à peu près les mots. Et à la fin, la personne me dit eh bien, aujourd'hui, il est radié. Sous-entendu, avec un regard noir, taisez-vous et tenez-vous tranquille. Le confrère qui vous a fait travailler en mode d'exercice de travail dissimulé, eh bien, vous n'allez rien dire, parce que sinon, vous allez voir. Eh bien, voyez-vous, ça, du point de vue pénal, ça s'appelle une extorsion de fonds. Et on peut même ici considérer qu'il y a extorsion de fonds en bande organisée. C'est-à-dire que pour un peu, on glisse vers une qualification criminelle qui, à cette date, n'est pas prescrite. Voilà. Donc, voyez-vous, ce soir, je crois qu'on en a pour notre argent, mais ce n'est pas fini. Voilà, donc, voilà le genre de personnes qui cherchent à nuire à un avocat tel que d'Anglehan. Et pourquoi? Eh bien, parce que d'Anglehan a osé remettre au goût du jour des logiques un petit peu oubliées, telles que la récusation. Non, il ne faut pas tomber dans la caricature. La récusation. Alors voilà, Maître d'Anglehan a bénéficié du surnom de récusateur. Au même titre que Dupond-Moretti, notre excellent confrère, bénéficie du surnom d'acquittator. Acquittator, ouais. Voilà. Et moi, bien, ce soir, j'aimerais me revendiquer du surnom de réformator, car je sollicite un tas de réformes. Et j'espère en obtenir quelques-unes. Voilà. Non, mais bon, en tout cas, je tiens à témoigner de la vérité du combat de Maître d'Anglehan. Voilà. Je ne serais pas venu en aide d'un confrère s'il n'y avait pas un fond de légitimité dans son combat. Mais comment est-ce que ça se fait que la justice proprement dite, puisqu'on a des magistrats, des juges, quand même, qui sont censés être des professionnels aguerris, qui peuvent laisser passer sur des cas comme ça des erreurs qui, comme François d'Anglehan l'expliquait, qui sont assez grotesques. Il n'y a pas le nombre de personnes dans le quorum, un président pas nommé, etc. Il suffit d'une maladresse de l'avocat, parce que nous sommes régis par des principes tels que le principe d'humanité, de probité, de désintéressement, toutes sortes de grands mots qui peuvent inclure ce que l'on veut finalement en sémantique. Que mettez-vous dans l'humanité? Que mettez-vous dans la probité? Tout cela procède d'une jurisprudence très élastique. Et finalement, eh bien, c'est un petit peu comme Goebbels qui disait « Wer Jude ist, bestimme ich ». En allemand, ça veut dire « c'est moi qui décide qui est juif ou bien qui ne l'est pas ». Vous voyez, on est dans l'arbitraire. Hein, c'est-à-dire qu'on affiche quelque chose qui procède d'une logique objective, mais en réalité, derrière, eh bien, ce n'est que pour mieux s'octroyer une logique parfaitement arbitraire. Et j'ose penser ici qu'il y a peut-être un peu de cela par rapport aux mises en cause à l'encontre de Maître François d'Anglehan. Pourquoi? Parce que c'est très facile de pousser à bout un homme ou un professionnel et de le pousser à la faute. Je ne dis pas qu'il a commis des fautes, je dis juste que c'est très facile de pousser un homme vers ses limites. Et donc, sans que l'homme commette des fautes, il va peut-être commettre la maladresse
de parler publiquement avec une forme d'énervement ou d'agacement, peut-être même une forme d'impolitesse. Et vos contradicteurs vont s'emparer de ce grief pour vous discréditer. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande force dans les médias. On l'observe aussi beaucoup, et en justice comme ailleurs, les médias représentent vraiment quelque chose de redoutable. Il y a une autorité de la chose jugée en justice, mais plus que tout, il y a le sceau médiatique. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les délits de presse, et que tout cela est encadré. Il y a une liberté d'expression, mais après, il y a des limites à ne pas franchir. Simplement, quand une personne se trouve sans arrêt victime d'actions anormales et injustes dans le cadre de son activité professionnelle, comme cela peut être le cas pour un médecin ou un avocat, eh bien, on arrive à des seuils de rupture. Alors, ça s'exprime de différentes façons. Nous avons eu un médecin qui s'est suicidé en fin d'année. Il n'y a pas eu que le suicide d'un avocat, il y a eu aussi le suicide d'un médecin. Et donc voilà, même des personnes qui exercent des professions très valorisantes avec une très forte qualification peuvent exprimer toute leur faiblesse, toute leur humanité à travers un acte désespéré. Mais pourquoi est-ce que cette justice, enfin je ne sais pas, elle laisse faire, elle ferme les yeux et elle sanctionne? La justice ne laisse pas faire, il faut garder foi en la justice. Hein. J'ai moi-même eu le plaisir et l'honneur d'être formé par des magistrats. Je n'ai pas été formé par des avocats. À la base, j'ai travaillé comme assistant de justice pendant 4 ans. Et donc, je travaillais au contact de magistrats du siège, ce qui m'a permis d'observer la manière, le moment et la cause, finalement, de leurs décisions. C'est très instructif. Voilà, je n'ai pas été formé par des avocats. Donc je tiens à témoigner qu'ayant travaillé avec des magistrats, vous pouvez avoir confiance en la justice. Il ne faut surtout pas baisser les bras, mais c'est vrai que la justice, si c'était un instrument de musique, eh bien je vous dirais qu'il faut savoir produire la bonne sonorité parce que la mélodie n'est pas forcément harmonieuse. Ça, c'est certain. Hein. En matière de justice, vous avez beaucoup de mal parfois à vous faire entendre. Et c'est ce qui peut, que ce soit chez un avocat ou chez un justiciable ordinaire, provoquer une forme de colère ou de maladresse. Voilà. Et ça vient parasiter tout le débat. Ouais, mais ça paraît assez quand même. Il faut comprendre. Un avocat ne se fasse pas entendre auprès de la justice. C'est que quand les confrères en viennent à mettre en cause un avocat, il y a déjà toute une dynamique qui a pris racine, si vous voulez. Il faut savoir que Maître Danglehan fait l'objet d'une première procédure disciplinaire, puis d'une seconde, puis d'une troisième. J'ai eu l'honneur de plaider pour le défendre la semaine dernière dans la mise en cause dont il fait l'objet par rapport à la vidéo intitulée sur Internet, à quelques mots près, audience surréaliste. Hein? Oui, tout à fait. Alors, nous étions présents aussi. Voilà. Bon, donc j'ai eu l'honneur de le défendre sur cette étape qui venait en instance d'appel la semaine dernière. Eh bien, il faut savoir que j'ai insisté pour remarquer et faire remarquer à la juridiction qu'une procédure disciplinaire qui échoue contre un avocat, eh bien, c'est un accident. Lorsqu'il y en a une deuxième qui échoue, ça peut être une erreur. Lorsqu'il y en a une troisième qui échoue, ça devient une faute. Et quand il y en a une quatrième, comme c'est le cas ici, comment appelle-t-on cela, sinon de l'acharnement? Puisqu'il semblerait qu'une fois de plus, les choses puissent aboutir à la faveur de Maître Danglehan. Autrement dit, il semblerait que la quatrième procédure disciplinaire tourne mal pour ceux qui l'ont initiée. C'est ce que je veux dire. Donc à ce stade-là, si nous avons un confrère comme Maître Danglehan qui sait très bien se défendre, qui a des résultats et qui sait même très bien se défendre contre les confrères qui cherchent à le mettre en cause avec le relais de certains témoignages ou même de certaines pièces plus ou moins discutables, eh bien à ce stade-là, il faut constater quand même
qu'il se pose effectivement un problème, un grand point d'interrogation. Je ne vais pas vous apporter de réponse parce que ça c'est à la justice de le faire. Mais en tout cas, j'ai fait observer à la justice qu'il y a une forme d'acharnement dès lors que plusieurs fois on échoue et qu'on y revient. Et la justice l'a entendu ou vous savez pas encore? Je pense que la justice l'a entendu parce que aujourd'hui, eh bien, Maître François d'Anglehan n'est plus seul. Au même titre que Maître Bernard Ripper n'est pas seul. Voilà. Il y a une logique qui est en train de se mettre en place. C'est difficile, c'est long, beaucoup de gens ont peur, et j'en veux pour illustration quelque chose de simple. Dans l'affaire dont je fais l'objet, eh bien, le principal témoin qui pouvait venir en ma faveur m'a envoyé un message écrit par SMS pour me signifier que cette personne, donc, qui me répond, puisque j'essaie de la contacter par rapport à la mise en cause pénale dont j'ai fait l'objet, j'essaie de la contacter pour voir si on pourrait un petit peu clarifier les choses par rapport à son témoignage, mais sans aucune pression et de manière totalement libre. Je me contente de la contacter, cette personne, en disant voilà, est-ce qu'on peut se voir pour parler? Eh bien, la personne me répond au bout de quelques messages, je ne veux pas de problème avec l'ordre. Voilà, donc quand vous en arrivez là, ça veut dire qu'il y a une omerta et un climat de terreur. Alors quand vous me demandez comment se peut-il qu'une logique négative vienne entraver un avocat, eh bien je crois que vous avez la réponse à travers ce que je viens de vous révéler. Effectivement, un grand nombre d'avocats ont peur. Et l'objectif aujourd'hui, eh bien, c'est de valider cette réalité. À travers l'affaire d'Anglehan, qui se situe à un niveau technique, parce que ce que l'on reproche à d'Anglehan, finalement, c'est d'être un technicien hors pair, un petit peu comme dans un sport. Vous avez des techniciens hors pair. Hein, je pense à McEnroe au tennis, je pense à Zidane ou à Maradona dans le football. Vous voyez, eh bien, d'Anglehan un petit peu ce trait de caractère exceptionnel, mais dans le domaine de l'avocature. Voilà, c'est un grand technicien sur les procédures, notamment en matière immobilière. Donc il a dérangé un système et puis il a été identifié comme peut-être étant un perturbateur, le pionnier, voilà le terme que je cherchais, le pionnier dans une nouvelle logique de défense. Et là, eh bien, effectivement, tels des intercepteurs, vous avez des dynamiques qui se mettent en place contre un avocat qui remet en cause un système qui ronronne et puis qui est habitué à ronronner de cette manière, parce que derrière, il y a peut-être des intérêts financiers qui nous dépassent si on analyse bien les choses, vous voyez, à tous les niveaux. Voilà. Donc en ce qui concerne d'Anglehan, à l'audience, nous avons marqué des points parce que les choses ont été présentées par cet excellent confrère qui est François d'Anglehan de manière très technique. Hein. Lui maîtrise parfaitement la logique de sa défense. Alors, si vous voulez des détails sur cette défense, eh bien, Maître d'Anglehan explique notamment que de toute façon, la manière audacieuse dont il a pu prendre le dossier et la manière audacieuse dont il a pu s'exprimer, eh bien, procède de logique légitime, c'est-à-dire qu'il prend le dossier parce qu'il est dans la nécessité de trouver la preuve qu'un crime risque et peut-être même en train de se commettre à son encontre, s'agissant d'une décision qui n'a pas lieu d'être, en tout cas que les gens ne peuvent pas prendre, puisque selon lui, il n'aurait pas qualité pour le faire. Donc effectivement, eh bien, il veut voir si la décision est déjà rédigée dans le dossier ou s'il n'y a pas des éléments de nature à caractériser ce qu'il soupçonne ici et ce dont il s'estime victime. Donc vous voyez, il est dans une logique à la fois d'état de nécessité et de légitime défense. Il y a une forme de contrainte morale contre lui. C'est sa théorie, c'est ce qu'il prétend. Donc ça, c'est un système de défense. Sur l'aspect dynamique des choses. Et puis après, eh bien, sur l'aspect statique, il y a une décision qui a été prise contre lui le 27 novembre 1995 et dans laquelle il y a un cumul de sanctions qui n'est pas possible de par les textes de loi. Et ça, Maître d'Anglehan l'a parfaitement démontré également. Et je dirais que là aussi, il a marqué des points puisque le parquet lui-même a reconnu à l'audience qu'effectivement, les choses n'étaient pas normales. Donc,
c'est un indice de plus par rapport à l'hypothèse que j'évoquais tout à l'heure, qui est celle d'un acharnement contre maître François d'Anglehan. Et quelque part, si ce n'était qu'un acharnement, les choses ne seraient pas si graves. Mais il faut comprendre que cet acharnement, dans un cas très récent, qui a eu lieu le jeudi 29 octobre 2015, eh bien, dégénère en action criminelle, puisque maître Sipiliti, le jeudi 29 octobre 2015, va se suicider et auparavant, eh bien, il va apparemment tirer sur un bâtonnier. Et tout ça dans un ensemble de circonstances où il s'estimait dans une situation que je ne connais pas dans les détails, mais qui, selon lui, procède d'un tas d'injustices qui devenaient pour lui insupportables. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était vrai. Ce que je sais, comme tout le monde, c'est qu'il y a eu une dérive criminelle, et ça, c'est gravissime. Ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable. Et il faut absolument chercher pourquoi. Et puis, quand on aura compris pourquoi, eh bien, il faut trouver des méthodes pour que cela n'arrive pas et que cela n'arrive plus, parce que ce n'est pas normal. Mais ce que je constate à travers le cas d'Anglehan et à travers d'autres cas que je connais, comme le mien ou celui de Ripper, eh bien, c'est qu'il y a des choses qui se cumulent. Il peut y avoir une erreur, il peut y avoir une faute, mais au-delà, ce cumul n'est pas tolérable et n'est pas acceptable. Parce que concrètement, par exemple, dans l'affaire qui concerne François, il est poursuivi pour avoir volé le dossier, c'est ça? Alors, il est poursuivi, je ne vais pas me faire ici le parquetier de cette émission. Il est poursuivi parce que, tel qu'il s'est présenté à l'audience soi-disant disciplinaire, eh bien, il est accusé d'avoir fait des pressions sur un avocat et d'avoir volé un dossier. Voilà, il fallait trouver des qualifications. La loi pénale est d'interprétation stricte, c'est-à-dire que les infractions ne vont être reconnues que de manière restrictive. La justice va interpréter les choses de manière à limiter au maximum le nombre des condamnations pénales, parce qu'une condamnation pénale, c'est grave, alors ça, c'est vrai. Mais bizarrement, dans certains cas, on élargit complètement la qualification pénale. Et c'est ce que prétend d'Anglehan dans son cas. Maître d'Anglehan estime qu'il n'a pas volé de dossier, et il s'en explique fort bien d'ailleurs, puisqu'il fait remarquer, par exemple, que ce dossier n'appartient à personne. Or, le vol peut ici paraître surprenant s'agissant d'un dossier qui n'appartient à personne d'autre que lui, puisque c'est lui qui a donné les éléments de ce dossier. Par exemple, vous voyez le genre de raisonnement surprenant auquel on arrive ici. Mais qui l'a vraiment en face? C'est l'ordre des avocats qui poursuit ou c'est c'est la personne qui, ce jour-là, était présente. D'accord, le fameux président du Haut Conseil de discipline. Et donc, qui se dit victime de pression et victime d'un vol de dossier. Mais en réalité, tout cela se discute. Et pour ma part, ce que je veux apporter ici comme élément très important, c'est qu'au-delà de ce débat technique, j'insiste et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un climat. Il y a un climat sur lequel Maître François d'Anglehan n'osera pas s'exprimer. Parce que pour s'exprimer sur un tel climat, il faut vraiment avoir foi en la justice. Là, je veux dire, je ne vais pas me faire prédicateur de la justice, mais certains des métanautes faisaient la remarque que j'étais un petit peu en retrait, que je craignais peut-être pour ma profession, etc. Bon, c'est pas ça, il faut rester dans la nuance. Mais justement, il faut aller dans le détail de la nuance aussi. Et moi, je veux aller dans ce détail qui consiste à porter le regard sur une qualification pénale. Maître François d'Anglehan fait l'objet d'un harcèlement moral. Peut-être bien, j'y crois, parce que je dispose de certains éléments. Encore une fois, quand une personne se félicite officieusement et dans une ambiance de secret qu'un confrère qui se croyait victime a été radié, eh bien moi je me dis que j'ai de grandes suspicions. Et quand je vois par la suite que toutes les procédures disciplinaires sont annulées, eh ben, mes suspicions
se conforte. Hein. Et puis, quand je vois la manière dont ça se passe, eh bien oui, effectivement, alors Maître d'Anglean, parfois, se met en colère gentiment, hein, parce qu'il reste dans la technique du droit, dans l'argumentation et dans l'objectivité. Mais c'est vrai que c'est très facile d'essayer de discréditer une personne quand elle est toute seule. Bon, bah là, la chance qui sourit un peu à Maître François d'Anglean, c'est qu'il n'était pas seul. Il avait des avocats autour de lui, dont moi-même, et nous avons plaidé sa cause, et j'espère que le 27 juin, nous aurons une décision qui pourrait être en sa faveur, au moins provisoirement. Pourquoi ? Parce que dans l'affaire François d'Anglean, Maître François d'Anglean estime qu'il n'était pas en face de la juridiction du Conseil de discipline telle qu'elle doit être constituée légalement. C'est son argumentation. Mais cette question procède d'un contentieux civil. C'est-à-dire que c'est le juge civil qui va statuer sur cette question. Donc très étrangement ici, il faudrait en toute rigueur intellectuelle que le juge pénal attendre la décision civile pour savoir si oui ou non Maître François d'Anglean était devant la juridiction disciplinaire valablement ou non. Et si ce n'est pas valablement le cas, à ce moment-là, Maître d'Anglean aurait raison de prétendre qu'il n'a pas pu être l'auteur, aussi surprenant que cela paraisse, mais quelque part ce n'est pas surprenant puisqu'on a affaire, je n'osais pas le dire, à un artiste du droit. Ce n'est pas surprenant. Il est champion du monde. Il est dans une situation où il est peut-être parfaitement conscient qu'il ne peut pas commettre les infractions qu'on va lui imputer. Donc, eh bien, il s'exprime de manière légitime selon lui, et derrière, des plaintes sont mises en route, et finalement, eh bien, elles peuvent très bien échouer si l'on n'accepte l'argumentation de Maître François d'Anglean. Et c'est pour ça que le juge pénal, ici, aurait intérêt à surseoir, c'est-à-dire à ne pas statuer tout de suite, et devoir attendre la décision qui sera rendue sur le terrain civil. Et comme ça, eh bien, lorsque le juge civil aura dit, selon toute vraisemblance, qu'effectivement, la juridiction disciplinaire n'était pas valablement constituée, eh bien, toute l'argumentation que Maître d'Anglean a développée pour sa défense pénale pourra reprendre force, et à ce moment-là, il pourrait aboutir à une relaxe. Et c'est ce qu'il demande d'ailleurs. Et c'est ce qu'il a toujours espéré, parce que plus que personne, il a parfaitement conscience, selon lui, de la situation. Voilà. Alors, et donc, en l'état des choses, eh bien, il serait opportun de lever la sanction qui a été prononcée le 27 novembre 2015. Si jamais le juge pénal accepte de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge civil, parce que pour qualifier les faits, il le faudrait, eh bien, dans l'attente, il faudrait mettre un terme à ce qu'il est permis de considérer ici peut-être comme un trouble manifeste, en tout cas une entrave dans l'exercice professionnel de Maître François d'Anglean, puisqu'il se trouve privé de sa source de revenus et de l'exercice du métier qu'il aime d'une manière qui ne correspond pas au texte. Et j'insiste, à l'audience de la semaine dernière, c'est une chose qui a été admise. Oui. Voilà. Alors, sur le climat, je vous disais, il y a un climat qui est dérangeant. J'aimerais y revenir, parce que là, c'est intéressant, et puis c'est moins technique. Durant cette audience, nous avons eu une présidente de juridiction qui a posé la question dès le départ, et j'aimerais que le public écoute bien la question. C'était à peu près cela. Maître François d'Anglean, croyez-vous que vous soyez réellement victime d'un complot? Croyez-vous que vraiment on a décidé de mal constituer une juridiction en se disant tiens, on va sanctionner voilà. Et donc, vous voyez le climat, c'est je te prends pas pour un imbécile, je fais mieux que ça, je vais essayer de te faire passer publiquement pour un déséquilibré. Voilà la stratégie. Or, il faut savoir que cette stratégie, eh bien, elle est redoutable. C'est un petit peu celle qui a été mise en cause contre Maître Bernard Ripert à Grenoble, puisqu'il se retrouvait à l'asile. À l'asile, enfin, à l'asile. Hospitalisation d'office en hôpital psychiatrique. Hein. Bon, il en est très vite sorti.
Moi-même, il faut savoir qu'il en avait été question. Je le dis sans honte. Je le dis sans honte, d'autant plus que dans le cadre de ma garde à vue, eh bien, j'ai fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Et aux grandes dames des personnes qui espéraient me faire passer pour fou et même dangereux, eh bien, l'expert psychiatre n'a pu que constater que je pouvais repartir et que je n'étais dangereux ni pour moi-même, ni pour autrui, ni pour personne. Voilà. Voilà. Mais vous voyez, le climat, la méthode, eh bien, c'est toujours la même. Hein. C'est la publicité des rasoirs à 3 lames. La première lame, c'est la procédure du barreau. Hein. On va dire procédure d'omission ou procédure de radiation, en tout cas procédure pseudo-disciplinaire, voire procédure disciplinaire. Les autorités du barreau viennent provoquer des difficultés dans l'exercice professionnel de l'avocat. C'est la première lame. La deuxième lame, si ça ne marche pas, c'est de venir avec une procédure pénale pour accuser l'avocat de certaines infractions. Et comme ça, on peut le suspendre, c'est ça? La conséquence, une fois que vous êtes définitivement condamné, que voulez-vous? Eh bien, on vient vous dire, voilà, vous avez porté atteinte à la profession à travers un manque d'honneur ou un manque de probité, voire les deux. Enfin voilà, votre compte est bon. Hein? Et puis la troisième méthode, alors là, c'est le sceau de l'infamie, c'est mais Maître Paris, c'est un fou dangereux, Maître Bernard Ripert est un fou dangereux, Maître Danglehan se croit victime d'un complot. Voilà, c'est toujours la même méthode. Et c'est tellement manifeste que ça en devient grossier, caricatural et grotesque. Alors, dans le cas de Maître Ripper, parce que... Attendez, j'ai pas fini sur le cas d'Anglehan. Quand j'ai fait observer ça à Madame la Présidente, eh bien, ça a fait basculer le climat dans la salle. Parce que j'ai tout de suite embrayé sur le schéma de la sémantique, sur les modes sémantiques. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous observez les médias, on vous lance des modes à travers des expressions toutes faites qui sont très étudiées, très opportunes. Il ne faut pas se prendre la tête. Voilà une expression qui a été mise à la mode au milieu des années 90. C'était tout simplement pour mettre à la mode une logique qui consiste à ne pas se fatiguer à se poser de questions. Voilà. On vous crée ça. C'est comme des refrains en musique. On étudie, on fait des refrains. On trouve des formules qui vont être mélodieuses et qui vont rester dans l'esprit des gens. Eh bien, dans la sémantique de ce registre de manipulation des masses, il faut bien observer tout cela. Il ne faut pas se prendre la tête. Vous avez une autre expression qui est venue conforter cette incitation à ne pas réfléchir, à ne pas se poser de questions, à ne pas accepter le débat contradictoire. C'est l'expression « point barre ». Ça veut tout dire et rien dire, sauf qu'il y a un tas de gens qui se trouvent malins à s'exprimer de la sorte. C'est une forme de violence pour interrompre une discussion qui devient un petit peu délicate pour vous. Eh bien, vous dites c'est comme ça, point barre. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le point barre? Un coup de poing? Un coup de pied? Un coup de fusil? C'est l'expression d'une forme de violence, en tout cas d'intolérance dans la discussion. Et tout ça se met en place. Pareil, le mot complot qui a été employé ici, eh bien, il procède de cette même méthode, de devancer une dynamique qui gêne certaines personnes importantes et influentes dans l'exercice du pouvoir. On colle une expression afin de discréditer cette dynamique, d'où l'expression théorie du complot. On a inventé cela entre guillemets, parce que maintenant, eh bien, dès que quelqu'un devient un peu gênant et vient vous argumenter des choses dérangeantes, eh bien, on va vous dire, mais oui, mais c'est encore un de ces relais de la théorie du complot. Mais moi, je ne suis pas le relais de la théorie du complot. Hein. Je n'ai pas dans l'esprit comme croyance qu'il y aurait des extraterrestres ou bien des sectes ou autre chose qui auraient fomenté un complot contre quiconque. Hein. Simplement, en matière de justice, eh bien, il y a une première question qui se pose toujours, la question de la vérité. Et ça, c'est une question déjà énorme pour un avocat. Établir certaines vérités et permettre à la justice de trancher et de rétablir une version de la vérité qui va avoir le sceau de l'autorité judiciaire. Hein. Et puis, sur ces bases-là, prendre une décision en fonction des lois qui sont applicables. C'est là le travail de l'avocat et le défi de la justice. Un travail de vérité.
Et donc, quelle est la vérité en ce qui concerne l'affaire de François d'Anglehan? Eh bien, la vérité, c'est que peut-être, ça fait l'objet du débat judiciaire ici, mais peut-être qu'effectivement, eh bien, les personnes qui se prétendaient sous certaines qualités au moment des faits n'avaient pas cette qualité que François d'Anglehan conteste, et à ce moment-là, eh bien, tout est remis en cause. Et donc, on ne peut que saluer à ce moment-là la maîtrise technique de cet avocat, fort éprouvé depuis des années. Et ça, il faut le lui accorder aussi. Pour bien comprendre, en fait, ce conseil de discipline qui a siégé, en fait, n'avait pas la qualité de conseil de discipline. Je ne dis pas qu'il l'avait ou qu'il ne l'avait pas. À la justice de Je dis que quoi. C'est une question qui se pose. Et que maître François d'Anglehan pose mieux que quiconque avec un grand talent. Voilà. Alors je vais encore être accusé de beauté en touche, mais moi je ne suis pas juge ici ce soir. Je suis témoin, je suis avocat et je suis justiciable. C'est déjà pas mal. Donc, je n'ai pas à trancher la question. Et si jamais je l'ai fait par maladresse, eh bien je me rattrape tout de suite. Parce que c'est vrai que des fois dans le propos, on affirme les choses sans faire attention. Mais je n'affirme pas les choses. Je dis que les questions se posent en ces termes. Voilà. Les questions se posent en ces termes. Et je ne supporte pas trop de voir sur Internet, mieux qu'ailleurs, des gens porter le discrédit contre un avocat tel que maître François d'Anglehan. J'ai quand même vu sur des blogs d'avocats des gens qui ne connaissent pas maître François d'Anglehan se féliciter, dire que la dernière fois, je vous assure que c'est écrit sur certaines pages Internet, la dernière fois on avait ouvert 2 bouteilles de champagne pour rien. Alors j'aimerais savoir pourquoi il y a des gens, s'ils me regardent ce soir, écrivez-moi, expliquez-moi pourquoi vous félicitez-vous qu'un avocat tel que maître François d'Anglehan soit éventuellement radié. Je voudrais savoir quel plaisir ça vous procure et quel bénéfice vous allez en tirer. Parce que concrètement, c'est quand même quelqu'un qui est allé 2 fois devant le Conseil constitutionnel, en sachant que la procédure qui permet de faire ça, elle a été créée en 2010. Donc, voyez le talent du personnage quand même. C'est quelqu'un qui s'est donné la peine de réfléchir et qui a réussi à se hisser devant le Conseil constitutionnel 2 fois. Moi, du point de vue sportif, je dirais que c'est à l'humble niveau d'un avocat, c'est un petit peu comme un footballeur qui arriverait à aller 2 fois en finale de Coupe du Monde. Vous voyez, à notre humble niveau, un avocat, un simple avocat qui n'est pas avocat devant la Cour de cassation en plus, vous voyez, un simple avocat qui arrive à se hisser devant le Conseil constitutionnel par la seule force de son talent et de ses écritures, en demande, pas en intervention, eh bien, je dis chapeau. 2 fois, il l'a fait. Bon, alors c'est une manière de me lancer des fleurs parce que moi, je l'ai fait 1 fois. Bon, non, mais ce n'est surtout pas cela. Mais bon, oui, effectivement, c'est quand même des performances qui interpellent. Comment se fait-il qu'on vient nous dire que cet avocat est mauvais, qu'il faut le bannir de la profession et que certaines personnes qui ne le connaissent même pas portent un jugement sur des apparences? Mince, nous sommes arrivés bas alors, nous avocats, si nous en sommes là. Ça s'appelle un procès de sorcellerie. Faut-il aujourd'hui, en France, qu'il y ait ce spectacle qui consiste à prendre une personne, à s'acharner dessus, et puis à en faire un coupable et à le condamner? Mais d'où vient l'explication que beaucoup de gens, parce qu'à chaque fois, François il a expliqué de façon très très bien, comme vous l'avez indiqué, son cas, mais très technique. On a du mal à percevoir à la portée de tout le monde d'ailleurs. Le véritable pourquoi. C'est quoi? Il dérange parce qu'il n'a pas les positions qu'il faut, il sort des lignes rouges établies par la profession. C'est ça, c'est le fond du pourquoi. Et si je le savais, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas de réponse. Parce que ouais, d'accord. Je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui motive, en tout cas, voilà, tous ces gens à s'acharner sur son cas? Il faut réfléchir. Il y a un tas de réponses, il n'y en a pas qu'une. Je vous ai donné des pistes. C'est un avocat qui dérange dans certains contentieux. C'est un avocat qui a remis à la mode certaines méthodes qui indisposent d'autres confrères. Voilà. Donc à partir de là, dès que vous dérangez tout en adoptant une position originale, eh bien, on vous place sous le sceau de la marginalité, voyez-vous, de ce qui est original, on vous fait glisser vers la marginalité, et de la marginalité, on vous fait tomber dans le caniveau de la déontologie, ou bien du pénal, ou bien de la folie. Voilà. Parce que il faut avoir des avocats, semble-t-il, aux ordres, sans jeu de mots.
Et effectivement, ça peut s'appeler l'ordre des avocats, ça peut s'appeler l'ordre des médecins, ça peut s'appeler l'ordre des dentistes. Voilà, bon. Alors, est-ce que ça va jusque-là? Je ne sais pas. Mais l'expression consacrée, c'est qu'effectivement, on veut des avocats aux ordres, sans jeu de mots, j'insiste. C'est-à-dire des avocats qui ne vont pas déranger ceux qui n'ont pas envie d'être dérangés. Alors ceux-là, effectivement, il faudrait les identifier. C'est pour ça que personnellement, je sollicite une enquête parlementaire pour voir comment on en est arrivé là. Et ça, c'est important. Eh bien, on va faire une petite pause. Ah déjà, oui, je sais pas. En fait, j'ai pas calculé le temps, donc faudra. Alors non. Ah d'accord, bon, on a le temps alors. Bon, on va continuer encore alors. On va continuer. Alors voilà, pour ce qui est du cas d'Anglehan délibéré au 27 juin, eh bien, nous espérons ce que je vous ai dit, c'est-à-dire un sursis à statuer et une possibilité d'exercer à nouveau jusqu'à ce que la justice civile tranche et que la justice pénale soit en mesure de bien statuer sur son cas. Voilà ce que j'espère pour lui. Je ne sais pas s'il partage mon point de vue, mais c'est ce que j'espère pour lui. Après, nous verrons. En ce qui concerne Maître Bernard Ripert, un cas encore plus surprenant, je dirais, puisque, alors à ce titre, je préviens tout de suite que j'ai publié en début de semaine une vidéo sur Internet que les métanautes peuvent trouver facilement. Hein. Et donc, je vais revenir un petit peu dans les termes de cette vidéo ici ce soir sur le cas Ripert. Le cas Ripert, c'est surprenant parce que, d'abord, eh bien, c'est un avocat en fin de carrière, qui a une longue carrière derrière lui. Contrairement à moi ou à Maître François d'Anglehan, Maître Bernard Ripert a une très longue carrière derrière lui. Quand je dis très longue, c'est plusieurs décennies de carrière. Bon, premier point. Et deuxième point, ce n'est pas seulement un avocat qui a du kilométrage, c'est un avocat qui est qualifié de ténor du barreau. Qui décide de cette qualification? Les médias, les journalistes? Oui. Peu importe, en tout cas... C'est un peu les avocats stars, quoi. En tout cas, tout le monde n'obtient pas ce qualificatif. Ensuite, c'est un pénaliste qui a défendu des personnes accusées d'actions terroristes, notamment action directe. Action directe, ouais. Bon. On est connu pour ça. Donc, ce que je disais, c'est que dans le climat actuel de l'état d'urgence qui intervient parce qu'il y a une mobilisation contre le terrorisme, on est dans quelque chose qui pose question, d'emblée. Puisque nous sommes en face d'un paradoxe. Un avocat reconnu par la presse, reconnu pour qu'Action Directe ait eu recours à cet avocat, c'est que quelque part il s'était déjà démarqué, parce que ces gens-là, j'imagine, ne vont pas s'adresser à un pénaliste de mauvaise réputation pour se défendre. Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire. Il y a un paradoxe ici, puisque une personne de talent et de notoriété nationale se trouve mise en cause. Bon. Premier élément de réflexion et d'interrogation ici. Deuxième élément d'interrogation, au-delà de ce contexte objectif, il y a un contexte plus subjectif. En début d'année, Maître Bernard Ripert avait fait un appel au secours. C'est-à-dire qu'il avait envoyé un message qui a été relayé par plusieurs avocats et qui est parvenu notamment sur ma boîte mail pour faire savoir qu'il se sentait en difficulté et victime d'une injustice. Donc ça aussi, c'est une circonstance surprenante. Dans le contexte, en plus, de certaines mises en cause d'Anglehan, de Maître Paris, c'est-à-dire moi-même, et puis la tragédie de Sipiliti. Vous voyez, évidemment, moi je reçois ce genre de message, immédiatement, je me sens concerné. Et pas concerné dans mes intérêts propres, mais concerné en tant que témoin d'une dérive qui concerne le métier que j'aime. Et donc je me mobilise tout de suite et je reste en alerte. Et dans cet état d'alerte, qu'est-ce que je vois? Un homme, Maître Bernard Ripert, qui cherche du soutien, alors qu'un homme aussi important dans la profession cherche du soutien, forcément, c'est encore le paradoxe à mes yeux. Donc je suis très attentif. Et là, fin mai, eh bien, le 23, il est mis en garde à vue. Et puis très rapidement, il se retrouve hospitalisé d'office. Donc là, les bras m'en tombent. Je me dis, bon, que s'est-il passé? A-t-il sorti une arme? A-t-il fait des menaces? A-t-il levé la main sur un magistrat? Je m'attends à tout. Parce que quand même, pour en arriver là, je m'attends à tout.
Et qu'est-ce que je vais apprendre par la suite? Que c'est sur la base d'un regard perçu comme trop noir et comme menaçant qu'on a décidé de mettre en branle cette dynamique d'internement d'office. Alors là, En gros, excusez-moi, les bras m'en tombent. C'est-à-dire que, en gros, il a regardé le juge qui a estimé qu'il regardait mal et il lui a dit, bah vous allez finir à l'hôpital psychiatrique. Il a très bien expliqué ça à l'audience. Je caricature, vous caricaturez et il ne faut pas caricaturer. Ce que Maître Bernard Ripert a expliqué, non, sur des circonstances comme ça, il ne faut pas trop caricaturer, hein, parce que les gens dérivent vite. Maître Bernard Ripert a expliqué qu'il était allé au palais pour faire une démarche, voyez-vous. Et dans le cadre de cette démarche, eh bien, comme des gens voulaient l'entraver professionnellement, et comme il estimait que cette entrave était injuste et illégitime, eh bien, il a voulu montrer à un magistrat qu'il était venu au palais avec sa robe. C'est ce qu'il nous a expliqué à l'audience. Et donc, il a regardé vers ce magistrat avec sa robe. C'est un petit peu une forme de provocation pour dire, vous voyez, moi je porte ma robe quand même, parce que j'estime que je suis victime d'une injustice. Voilà. Voilà ce qu'il a fait, et c'est ce qu'il explique. Et donc, dans cette démarche, il a regardé vers le magistrat. Comme il n'y voit pas très bien, ben effectivement, il a eu un regard qui avait une expression que le magistrat n'a peut-être pas comprise. Hein. Il faut se mettre à la place des gens, même si parfois ils prennent prétexte. Mais voilà, on a le droit d'emprisonner quelqu'un pour un regard? Alors, c'est pas ça. C'est qu'il y a un contexte de tension. Il faut comprendre que le métier d'avocat, c'est un métier que vous choisissez. C'est un métier, quel que soit l'avocat, en général, il est bien rare qu'un avocat ou une avocate en arrive là sans avoir envie d'en arriver là. Donc il y a un effort intellectuel, des études, et il y a une sorte d'amateurisme au sens noble du terme, c'est-à-dire l'avocat aime son métier, plus que tout. Et donc, un avocat tel que Bernard Ripert, quand vous commencez à venir le chatouiller et lui dire « Eh bien, ton métier, tu vas le perdre », effectivement, c'est pas le genre de choses qu'on peut aborder, envisager et mettre en œuvre sans se poser la question de la conséquence. Toute action provoque une réaction. Et les gens qui mettent cela en branle se sentent peut-être tellement mal à l'aise que dans leur mal-être, ils imaginent que l'autre va être encore plus mal à l'aise qu'eux, je ne sais pas. Voyez-vous? Et c'est que je me regarde dans un miroir et si je me vois laid, j'imagine que l'autre se voit encore plus laid que moi. C'est un peu cela? Peut-être, je ne sais pas. Concrètement, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous venez nuire à une personne d'une manière qui n'est pas propre, eh bien effectivement, c'est beaucoup plus délicat de l'assumer. Et donc après, eh bien, ça ne peut que déraper. Au moins sur le terrain psychologique. C'est-à-dire que la personne a peur de ce qui va se passer. Elle a peur d'avoir peur, elle a peur de son ombre. Pourquoi? Parce qu'elle sait que ce qu'elle a fait à l'autre n'est pas bien. Et quand on fait quelque chose de mal à une personne... Vous comprenez? Si vous portez préjudice à un voyou, le voyou, il a volé, il a braqué une banque, il sait qu'il a fait une bêtise. Il va assumer plus ou moins son acte. Il va se dire, c'est pas de chance. Vous voyez? Quelqu'un comme Antonio Ferrara, bon, je pense qu'il prend avec une certaine forme de philosophie son destin. Parce que, au même titre que Jacques Mérine, sont des gens qui ont choisi d'être des stars dans un domaine d'activité qui n'est pas anodin. Au même titre qu'un sportif qui fait de la Formule 1. Ce sont des destinées et qui peuvent vous emmener sur le rail de sécurité et au-delà. Mais l'avocat, ce n'est pas cela. Donc, quand on essaye d'emmener un avocat derrière le rail de sécurité, eh ben, se pose la question de savoir comment va réagir l'avocat. D'autant plus que, alors là, ils ont un prétexte formidable, avec l'affaire Sipiliti, eh bien maintenant, il y a la jurisprudence Sipiliti, c'est-à-dire que dès qu'on commence à chatouiller un petit peu injustement un avocat, à aller trop loin sur un avocat, eh ben, pour se protéger, on va l'assimiler, comme ça a été le cas contre moi, et comme ça semble avoir été le cas contre Bernard Ripert. Oh, il est peut-être dangereux pour lui-même, peut-être dangereux pour les autres, sans doute dangereux pour tout le monde. Donc, internons-le.
Et sur ce motif, eh bien, un seul avis médical va suffire. Donc, qu'est-ce qu'on apprend à l'audience de la bouche de maître Bernard Ripper? Eh bien, qu'apparemment, la personne, le médecin psychiatre chargé de l'expertiser, lui aurait confié qu'elle subissait des pressions. Voilà, ça a été dit à l'audience publique. Ouais, parce que là, il y en a qui me disent même, mais interné pour un regard, c'est un sketch. On a beaucoup de mal à le croire. On pourrait en rire, d'ailleurs, il faut en rire. Hein. Je crois que c'était tout l'objet. Ce week-end, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'aller recueillir pour maître Bernard Ripper la quenelle d'or. Parce que Dieudonné a estimé qu'il méritait la quenelle d'or. Donc, effectivement, c'est un sketch. Et nous en sommes convenus là-bas. Il faut aujourd'hui, plus que jamais, parvenir à rire de tout. Hein. Il y a des sujets trop graves, il faut savoir en rire. Mais après, au-delà du rire, eh bien, le rire procède d'une forme de défense psychologique. Mais il procède aussi d'une dérision de certaines vérités. Mais pour maître Ripper, une fois qu'il a été donc interné, ça a duré 48 heures, c'est ça? Alors, c'est ce qui est très rigolo dans cette affaire, si nous voulons en rire. Le lundi, il est jugé éventuellement dangereux pour tout le monde, pour lui-même ou pour les tiers, peu importe. Il est jugé dangereux, il faut l'interner, donc il est très malade. Et le mercredi soir, il sort. Donc 48 heures après, il sort. Donc déjà, rien que ça suffit en soi-même à discréditer complètement la démarche. Et et à accréditer ce que je prétends, c'est-à-dire qu'on est dans des circonstances de harcèlement. On vient le chercher chez lui, on l'emmène, c'est comment ça se passe exactement? Ça, écoutez, alors, de ce que je sache, ils sont venus le chercher le matin, ils lui ont mis les menottes. Ouais. Hein. J'y ai eu droit aussi. Hein. Ouais, bah vous expliquerez de toute façon. Ouais, non, mais ça, c'est marrant, c'est cette répétition de mauvais traitements. Mettre les menottes à un avocat. Voilà. Vous imaginez, c'est l'humiliation. Quand vous réfléchissez, pour les gens qui font ça, c'est jouissif. Mais bon, moi quand ils m'ont mis les menottes, j'avais les mains dans le dos avec les menottes, je me disais bon bah c'est pas grave, restons calmes parce que de toute façon je sais ce que j'ai dans mes valises et la vérité va sortir tôt ou tard. Lentement mais sûrement comme disait ma grand-mère. Hein. Donc on est venu le chercher. Voilà, 2 jours après, il est sorti parce que l'équipe, j'imagine que l'équipe médicale a estimé qu'il était parfaitement... Il a fallu que ses confrères se mobilisent, il a fallu que 2 médecins viennent donner un avis contraire pour dire cet homme-là n'est pas fou, il n'est pas dangereux. Et je peux vous garantir que pour l'avoir entendu plaider sa cause, un vrai marathon, eh bien, je me suis senti tout petit. Voilà, à l'âge que j'ai, je me suis dit, j'ai encore une sacrée marge de progression pour arriver à être aussi bon que cet avocat en plaidoirie. Voilà, c'est tout ce que j'en ai retenu. Et j'ai pas eu du tout l'impression d'avoir affaire à un fou ou à un écervelé ou quoi que ce soit d'autre. Hein, sauf un avocat de grand talent, effectivement un ténor du barreau, qui parle très bien, sans notes, et qui argumente très bien et qui avait préparé sa défense. Voilà, c'est tout ce qu'on peut lui reprocher ici, c'est de se défendre. J'ajoute que dans son cas, ce qu'il est important de faire observer, c'est qu'il avait été relaxé sur les griefs qui sont développés contre lui. C'est important, c'est-à-dire que maître Bernard Ripper, pour reprendre une chronologie un petit peu si vous voulez, au-delà de ces épisodes choquants, l'affaire commence bien avant, il va faire l'objet de plusieurs mises en cause, parce que comme François d'Anglehan, ce sont des étapes qui dérivent petit à petit, donc il y a cet acharnement. Alors on va dire, c'est parce que l'avocat commet des fautes. Bon. Ça se discute, il faut voir le dossier. Mais enfin, de ce que je vois aujourd'hui, c'est quand même suspect tout cela. Alors, il y a de l'acharnement. Première fois, il est suspendu pendant 1 an, je crois. Et puis, à la fin de cette suspension, à peine reprend-il le travail, qu'il se trouve déjà malmené par un directeur de centre de détention, à la suite d'un petit incident, c'est-à-dire que maître Bernard Ripper avait un téléphone dans sa sacoche, dans son cartable, il est rentré au centre de détention avec, et puis à une étape, on s'est aperçu qu'il avait son téléphone. C'était manifestement, comme il le prétend, un oubli sans conséquence, sauf que derrière, on va en faire un incident, on va lui écrire une lettre, le directeur va lui écrire une lettre, et puis là, effectivement, maître Ripper sort d'une année pénible, il se sent encore agressé, il se dit que ça recommence, il ne résiste pas à son tempérament, parce que pour être avocat, il faut du tempérament. Il écrit une lettre,
au directeur du centre pénitentiaire pour lui demander s'il se croit encore en 1942 avec son surveillant minable. Voilà. Donc voilà le genre de propos dont on se saisit pour venir dire, ben voilà, cet avocat manque de courtoisie, par exemple. Vous voyez ? Et puis le dossier s'alimente de ce genre de grief. Après, l'autre grief qui sert à mettre en cause dans la procédure disciplinaire actuellement pendante, puisque le délibéré de la cour d'appel tombe demain à 14 h. Ça, c'est une information importante. Bon, eh bien, pour cette affaire-là. Ouais, pour l'affaire de Maître Ripert. D'Anglehan, c'est le 27 juin et Ripert, c'est demain, 23 juin, à 14 h. Donc, on attend avec impatience et avec angoisse. Mais, autre grief développé contre Maître Bernard Ripert, par exemple, eh bien, c'est qu'il aurait eu la tentation, alors qu'il était en interdiction provisoire d'exercer, de défendre des personnes qui le lui ont demandé en qualité d'amis. Voilà, en qualité d'amis. C'est la situation telle qu'elle peut s'envisager ici, parce que, alors, est-ce qu'un avocat a le droit d'être l'ami de son client, d'un ancien client? Est-ce qu'il a le droit de devenir l'avocat d'un ami? Bon, je pense qu'on a quand même encore un petit peu de liberté, même si on exerce la profession d'avocat. Et effectivement, l'article 275 du Code de procédure pénale autorise le président de la cour d'assises à permettre à une personne qui n'intervient pas en qualité d'avocat de défendre une autre personne devant une cour d'assises. C'est une situation exceptionnelle qui s'est présentée, par exemple, avec la mise en cause de Zola à une époque qui avait été défendue par Clémenceau. Voilà, il faut savoir que Clémenceau avait défendu Zola dans le cadre d'un procès et il l'avait fait sans robe. Clémenceau n'était pas avocat. Son frère était avocat, je crois, mais lui ne l'était pas. Voilà. Donc, c'est dans cette hypothèse-là que se trouvait maître Bernard Ripert, et on vient lui reprocher, pour deux amis qui sollicitaient son intervention, parce qu'il ne faisait confiance qu'à M. Bernard Ripert pour les défendre, eh bien on vient lui reprocher une forme soi-disant d'exercice illégal de la profession, par exemple. Vous voyez le genre de grief. C'est-à-dire que c'est vrai que quand vous réfléchissez en tant que justiciable, vous vous dites, bon, un avocat à qui on va venir chercher des poux, c'est un avocat qui a essayé de violer une cliente, c'est un avocat qui a tapé dans la caisse, c'est un avocat qui a fait défaut en écriture, peut-être. Vous voyez, des choses qui laissent penser que l'avocat est nuisible pour le justiciable, mais vraiment nuisible, pas de manière artificielle. Bon, c'est vrai que la logique, ça serait ça. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on pinaille. On pinaille à l'encontre de gens qui, pourtant, sur l'idée de justice, eh bien, se sont sacrifiés et ont travaillé dans l'intérêt des justiciables, parce que je pense que si Maître Bernard Ripert a été sollicité de cette manière-là, c'est parce que, quelque part, ses amis ou ses anciens clients devenus amis, eh bien, l'estiment beaucoup dans ses connaissances juridiques et dans sa manière de parler. Et ça va au-delà de l'avocat, effectivement. Mais ce qui veut dire que lorsqu'on voit, par exemple, un cas comme celui de Maître Ripert, que vous avez précisé, un ancien du barreau, quelqu'un qui a une énorme carrière derrière lui, donc dans ce cas, personne n'est à l'abri. Et quel meilleur exemple pour instaurer un climat de terreur? Il faut faire des exemples. Voilà. C'est-à-dire, même un ancien comme ça, vous n'êtes pas à l'abri. On en a un qui est décédé dans des conditions terribles. On en a un autre qui a défendu, parce que ça aussi, je l'ai précisé à l'audience, il faut quand même bien comprendre que Maître François d'Anglehan a eu l'honneur et le déshonneur aux yeux de certains de défendre Dieudonné et de le maintenir dans son théâtre. Et donc là, évidemment, il y a question. En obtenant certains succès, beaucoup de succès. Beaucoup de succès, forcément. Moi, je pense que D'Anglehan est un très bon avocat. Un nombre de fois voilà, je ne peux que faire sa publicité. Après, bon, on a tous des qualités et puis des faiblesses. Chacun a les siennes. Mais bon, voilà, je crois que
Soit on est plus ou moins bon, soit on est plus ou moins mauvais, ça dépend. Après, il y a des jours sans, il y a des jours avec, c'est comme dans le sport. Bon, donc voilà, on est sur des dynamiques, effectivement, avec des contextes particuliers. En ce qui me concerne, c'est pareil. Je suis sur la contestation d'une loi que personne ne veut remettre en cause. Et comme par hasard, je me retrouve avec des accusations pénales. Vous voyez, à chaque fois, il y a cette équation. Schipility défendait riposte laïque. Tout à fait. Vous voyez, donc c'est pareil. C'est pareil. Ça ne plaît pas. Mais alors à ce moment-là, il faut réformer. Et parce qu'on peut tout faire. Hein. On peut tout faire. Il n'y a qu'à réformer et puis il n'y a qu'à inscrire dans le marbre de la loi que tout le monde n'a pas le droit d'être défendu. Alors, que certaines personnes devront être défendues par de mauvais avocats. Certains esprits, on va dire, souscrivent à cette idée. Ils pensent que un avocat qui défend tel ou tel criminel, qu'il adhère forcément à l'idée. Alors, ce serait bien de répéter un peu ce que vous avez dit la première fois. Un avocat, il est là pour défendre les droits. Je vais faire mieux que ça. Je vais faire mieux que ça. C'est un peu désordre ce soir, c'est pas grave. Vous m'avez prévenu un peu tard, mais c'est pas grave. J'ai emporté plein de documents et je les ai pas amenés pour rien. Alors, je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire quelque chose et je vais montrer au public. Voilà 2 livres familiaux. Hein. Victor Hugo, Les Misérables. Ouais. Bon. Et je vais vous lire un passage des Misérables et après je vais répondre aux griefs que vous venez de soulever. Alors, si dans mon grand désordre, j'arrive à retrouver ce que j'avais photocopié des Misérables. Attendez. Alors. C'est un passage que je vais introduire parce que je n'ai pas besoin de tout lire. C'est un passage, si vous voulez, lorsque Monseigneur Myriel se fait voler ses couverts d'argent, au début de l'histoire. Jean Valjean vient chez le curé, et puis Jean Valjean qui revient des galères, qui est le héros de ce roman de Victor Hugo, Les Misérables. Jean Valjean arrive des galères, Monseigneur Myriel lui offre le couvert, et par provocation, parce que Monseigneur Myriel, c'est un personnage complexe, que j'aime beaucoup, eh bien, il dit à sa bonne, il lui dit, vous allez sortir les couverts d'argent pour cet homme, c'est un honneur de le recevoir et tout. Alors, sa bonne s'interroge, elle comprend pas trop, et puis finalement, c'est une provocation, c'est que ce qu'espère le curé, je pense, dans l'esprit de Victor Hugo, c'est un vol. Et effectivement, dans la nuit au petit matin, que fait Jean Valjean? Il part avec les couverts d'argent. Malheureusement pour lui, un peu plus loin, c'est dommage que je ne retrouve pas ma feuille, mais bon, le public va rire, il va se dire, c'est pas farfelu celui-là. Bon, c'est pas grave. Donc, un peu plus loin, la gendarmerie l'interpelle, le trouve avec les couverts. Et c'est là que j'aurais voulu lire le passage, parce qu'il est merveilleux. Monseigneur Myriel, lorsqu'il voit Jean Valjean, eh bien, va faire mine de lui dire que effectivement, il a oublié, voilà, c'est ça, il a oublié ses couverts d'argent. Alors voilà, je vous lis le passage. À ce mot, Jean Valjean, qui était morne et semblait abattu, releva la tête d'un air stupéfait. « Monseigneur, murmura-t-il, ce n'est donc pas le curé. »« Silence !» dit un gendarme. « C'est Monseigneur l'évêque. » Cependant, Monseigneur Bienvenu s'était approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait. « Ah, vous voilà !» s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. « Je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent, comme le reste, et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ?» Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. Alors, je vous passe un petit peu le développement et j'en arrive à la fin. Monseigneur Myriel, après cette étape où il va donner les chandeliers à Jean Valjean, au nez et à la barbe des gendarmes, va dire à Jean Valjean, en ces termes, « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ces paroles en les prononçant. Il reprit avec une sorte de solennité, « Jean Valjean, mon frère,
Vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. Eh bien, voyez-vous, ça c'est ma culture, Victor Hugo, un humaniste. Et moi, je suis un homme de gauche. Au procès Bernard Ripper, des esprits bien pensants de gauche étaient ravis de me voir au soutien d'un de mes confrères en difficulté. Bernard Ripper, je crois pouvoir le qualifier aussi d'homme de gauche à sa façon. Il est connu pour des positions d'extrême gauche. Bon. Eh bien moi, on m'a qualifié d'extrême droite parce que je défends un homme d'extrême droite. Et vous savez ce que j'ai répondu aux gens quand ils se sont offusqués de savoir que celui qui venait soutenir ici Bernard Ripper avait défendu là-bas un individu accusé, entre guillemets, de négationnisme, en tout cas de révisionnisme. Eh bien les gens m'ont dit, comment pouvez-vous défendre un tel individu? Eh bien je leur ai dit que si je ne le faisais pas, je ne serais pas un véritable homme de gauche. Parce que la gauche, c'est ça, c'est Victor Hugo, c'est Monseigneur Myriel, qui, sur le chemin de l'homme, lui offre son cœur pour le salut de son propre cœur, du cœur de l'autre. C'est chrétien, ça, c'est plus que... Enfin, c'est plus chrétien que de gauche, non? Enfin, eh bien, écoutez, vous qualifiez ça comme vous voulez. C'est ce que je considère comme avoir la foi en la justice. C'est-à-dire que je ne peux pas faire mon métier d'avocat si je ne crois pas à la magistrature, mais je ne peux pas faire mon métier d'avocat si je ne crois pas en la rédemption de l'âme humaine. Voilà. C'est tout. Et donc, les gens qui viennent me reprocher de défendre un homme de gauche, un homme de droite, un homme du centre, ces gens-là vont retourner à leur pensée, ils vont réfléchir à ce que peut être un avocat, ils vont essayer de se mettre à la place d'un avocat, ils vont également essayer de se mettre à la place d'un sportif. Le sportif relève les défis, et là, ils feront la combinaison des considérations pour considérer qu'avec une casquette, eh bien, on peut mieux comprendre qu'un avocat relève des défis parce qu'il se sent un petit peu dans la posture du sportif. Il faut défendre un client comme on défend un défi sportif, vous comprenez? Je rentre sur le ring, je suis boxeur, je me bats avec des gants, il y a certaines règles, voilà, plus ou moins. Mais en fonction de ces règles-là, eh bien, je mène mon combat. Et puis, si je suis victorieux, tant mieux. Et si je ne suis pas victorieux, j'aurais essayé de faire du mieux que je peux ce jour-là, si j'avais la forme. C'est ça. Il faut vraiment comprendre ça. Il n'y a pas Alors, quand on est avocat au profit d'une personne comme ça, qui est poursuivie pour le contenu de ses propos, il ne s'agit pas de venir dire les propos étaient justes ou pas. Il ne s'agit pas... Je ne suis pas dans une logique de défense de rupture, moi. Attention, hein. Je suis dans une logique de justice, tout simplement. On reproche à quelqu'un d'exercer une liberté. La liberté, c'est le principe, à ce que je sache. Bon, alors la personne s'est exprimée sur un sujet, elle l'a fait d'une manière qui dérange. Donc certaines personnes viennent me dire, vous n'aviez pas le droit de vous exprimer ainsi, vous n'aviez pas le droit d'être libre de la manière dont vous l'avez cru. Bon, moi je prends la défense de cette personne, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. C'est simplement que se pose la question de savoir si elle a franchi certaines limites ou non. Et au-delà, la question se pose de savoir si ces limites étaient légitimes. Hein? En l'occurrence, conforme à la Constitution ou pas, pour le cas auquel je pense. Mais voyez-vous, c'est tout cet enjeu et cette dynamique de la profession, enfin du métier d'avocat, je préfère employer le terme métier, qu'il faut ici bien prendre en considération et dont il faut avoir conscience. Hein. Ce n'est pas un métier facile, c'est un métier passionnant. Et les gens qui font ce métier, il faut qu'ils aient une personnalité, un certain tempérament. Je ne m'exprimerai pas beaucoup sur une personne dont j'ai croisé le chemin et je ne garde pas forcément un bon souvenir. Mais malgré tout, à son contact, j'ai appris certaines choses. Je pense à un confrère qui a été beaucoup mis en cause, mais je ne m'exprimerai pas, c'est pas la peine de me poser de questions là-dessus, je ne m'exprimerai pas plus. Je pense à Karim Achoui qui était avocat. Un jour, il m'avait dit, il faut avoir beaucoup d'ego pour faire ce métier. Voilà. Eh bien, parmi le peu de choses que je peux retenir du contact professionnel que j'ai eu avec ce personnage,
effectivement, je confirme, c'est un métier que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas une certaine détermination et une certaine sportivité qui implique une forme d'ego, parce que quand on est sportif, eh ben, on a la prétention d'être meilleur qu'un autre sur un sujet. Voilà. On va faire la pause, là je crois qu'on a dépassé l'heure en plus, d'accord. Voilà, on va faire la petite pause. Les avocats finalement c'est comme les rappeurs, il faut un gros ego. Je sais pas. Je parle en connaissance de cause. En tout cas, on va faire la pause. Et puis on revient juste après. C'est sur la libre antenne sur Meta TV.